Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, deux invités pour le prix d'un, grand plaisir, un entrepreneur, un athlète, peut-être un jour entrepreneur. Comment ça va, messieurs? Je demande j'allais dire honneur aux plus jeunes. Comment ça va, Arthur? Ça va, super, merci. Oh, Merci de me recevoir aujourd'hui avec l'équipe de Royalties et je suis très ravi d'être ici. tu vois, j'ai même pas parlé de royalties, qu'il le fait pour toi. Merci Arthur et du coup Christophe, présente-toi, rapidos. Bonjour Yacine, bonjour à tous. Donc moi c'est Christophe et je suis le cofondateur de Royalties. Oh là là, quel entrain, hein, quelle joie dans tes mots. Et raconte Arthur, du coup, on est passé là-dessus, mais ravi en tout cas que tu sois avec nous. Et qui es-tu? Alors, je suis joueur de paddle actuellement, 23e français et à peu près 700e joueur mondial. Donc je me lance à la conquête du circuit international c'est dès maintenant. Et l'objectif, ça va être d'augmenter au classement et d'atteindre rapidement mes objectifs que j'ai fixés avec mes entraîneurs et tout le reste. Tu peux les dévoiler, tes objectifs? Ouais, je peux les dévoiler. À court terme, on va dire que ce serait d'entrer déjà dans le top 500 mondial et d'intégrer le groupe, on va dire l'équipe de France. Et à long terme, plutôt au top 100 mondial. Et après, on verra, parce qu'actuellement, le niveau du paddle mondial fait que augmenter. J'allais t'en parler, je voudrais savoir si on peut en vivre, je veux savoir comment t'es tombé dedans. Mais avant toute chose, je pense que les gens ont compris, on va parler d'investissement et on va surtout parler d'investissement dans des talents. Donc je crois que c'est la value proposition de Royalties. Ma question est toute simple. Comment on fait ce podcast à trois? Comment vous êtes rencontrés, les gars? Tu veux le faire peu importe. Oh là là, on dirait un couple, quoi. Tu veux raconter l'histoire? Vas-y Loulou. Moi, du coup, à la base, j'ai commencé à jouer avec Cyril, donc Cyril Hanouna, qui, ça s'est super bien passé, on s'entend très bien. Mais attends, d'où t'as commencé à jouer avec lui? Comment ça s'est fait, ça? Un jour, on se croisait souvent dans les tournois. Parce qu'il est bon, lui aussi. Ouais, il est bien classé, il joue bien. Donc on se croisait souvent dans les tournois. Au début, c'était tout simplement bonjour. Moi, je le connaissais pas spécialement, mais voilà, on le connaît de la télé. Et un jour, j'ai reçu un appel pour jouer avec lui. Et tu l'as défoncé? Non, pour jouer avec lui, pas contre lui. Ah, ok. Direct dans la rivalité. J'ai jamais joué contre lui, ouais. Et au final, on a joué, c'est super bien passé. De fil en aiguille, on a continué à jouer ensemble. Et il est venu à me présenter, du coup... Donc c'est lui qui t'a présenté à Royalties. Exactement. Bon, je crois que c'est une belle passe pour toi, là, Christophe. Pourquoi il vous a présenté? Pourquoi Cyril Hanouna a présenté Arthur? Oh là, je dois tirer les verres du nez, là. Vas-y. Je fais le maximum. Du coup, en fait, pour deux raisons. La première, c'est que nous, on travaille avec Cyril. La première chose, c'est qu'on va le coter. Donc on est très content de pouvoir coter Cyril sur la plateforme. C'était la petite pub technique. Du coup, cher Christophe, c'était une très belle intro de la part d'Arthur. Je voudrais que tu m'expliques comment et pourquoi vous êtes rencontrés via Cyril Hanouna. Qui est Zako? En fait, Cyril, on travaille avec lui sur deux choses. La première, c'est de le coter. Donc Cyril, fin mars, le 29 mars, va être officiellement coté sur la plateforme. C'est officiel? C'est officiel, on en est très très fiers. Congrats. Et puis la deuxième chose, c'est qu'avec Cyril, on lance une forme de fondation pour justement financer les jeunes talents et donner des moyens financiers à des talents pour qu'ils puissent accélérer leur carrière et justement faire maximiser leurs chances de réussir. Et donc dans ce cadre-là, Cyril nous a dit « Je connais quelqu'un de génial, c'est le premier qu'il faut qu'on finance. » Et c'était Arthur. Incroyable. Et en vrai, on peut dire que cette intro et ce contrat qui est presque en cours de signature, mais pas totalement finalisé, je l'espère d'ici le 29 mars, ça va hyper vite, non? J'ai l'impression qu'entre une intro et notre podcast déjà aujourd'hui, il s'est passé très peu de temps. C'est quoi, si tu peux me faire le retour, toi Christophe, la rencontre avec Arthur et la vision derrière, alors je crois que ça s'appelle Royalties Academy. Tout à fait. Ouais, j'ai spoilé. C'est quoi la vision derrière et pourquoi c'est un super fit avec Arthur dès le départ? En fait, à l'origine, quand on a créé la société,
on est parti d'un constat. Beaucoup de jeunes talents, et c'est pas vrai qu'en France, hein, c'est vrai vraiment partout sur la planète, beaucoup de jeunes talents, alors ça peut être des talents sportifs, ça peut être des talents artistiques, ça peut être des talents académiques, enfin, il y a plein de formes de talents. Beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens d'aller au bout de leur talent. Parce que, je suis sûr qu'Arthur expliquera cela bien mieux que moi, pour pouvoir être bien classé, il faut faire plein de tournois, il faut prendre l'avion, il faut passer des nuits d'hôtel, ça coûte beaucoup d'argent. Je prends d'autres secteurs dans la musique, il faut faire des clips, il faut faire des masters, etc., etc. Et puis, en début de carrière, en général, tu n'as pas beaucoup d'argent. Et donc, du coup, c'est très compliqué de financer son lancement. Okay. Et donc, soit t'en as qui ont la chance d'être nés dans des familles qui ont beaucoup d'argent et c'est les familles qui payent, soit c'est l'immense majorité des gens, ça marche pas comme ça. Et c'est très compliqué parce que les banques vont pas te faire un prêt parce que t'es pas encore connu, t'es au début de ta carrière et t'as pas de garantie à apporter, etc. Et donc, du coup, t'as plein de gens qui peuvent pas aller au bout de ce qu'ils sont. Quand tu parles de prêt, donc là, du coup, l'alternative que tu sous-entends et que tu pitches, c'est du coup de pouvoir permettre de lever de l'argent qui ira dans les poches d'Arthur pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. En fait, une fois que tu as fait ce constat-là, que beaucoup de gens talentueux n'ont pas les moyens de vivre de leur talent pleinement et de se développer pleinement parce qu'il leur manque de l'argent et qu'ils ne peuvent pas faire des prêts, comme tu viens de le résumer si bien. Du coup, on s'est dit, mais c'est quoi l'alternative ? En fait, il n'y en a pas. Ouais. Et donc, du coup, on l'a créé. Et on s'est dit, en fait, une société aujourd'hui, quand elle n'a pas d'argent et qu'elle ne peut pas lever... Et il y a un parallèle très fort avec les sociétés. Quand une société ne peut pas faire de prêt à la banque ou atteint son niveau maximum de crédit, comment elle se finance ? En bourse. Lever des fonds... Non, elle peut aussi lever des fonds auprès de particuliers ou de fonds d'investissement. Elle fait des levées de fonds. Ouais, ok. Ce qui n'existait pas pour des talents jusqu'ici. Et aujourd'hui, un être humain, un talent, ne peut pas faire une levée de fonds, ne peut pas se coter, ça n'existe pas. Or, si tu reviens vraiment au fondement des choses, qui crée de la valeur dans le monde ? Tu sais que ayant travaillé dans l'investissement en start-up, on te dit que les 3 premiers critères pour investir dans un projet jeune, c'est l'équipe et l'équipe. Et je crois que quand on en avait parlé, je t'avais dit ça, je t'avais dit, mais enfin, vous reprenez le truc au pied de la lettre qui est vraiment investir à la base. Et donc, du coup, ce sont les talents qui font la réussite d'une entreprise. Et alors, c'est très vrai, et d'ailleurs, tu le dis très bien, la plupart des VC disent qu'il faut investir d'abord dans une équipe, parce que si le projet est moyen, l'équipe le transformera en quelque chose de bien. Si le projet est bon, mais que l'équipe, c'est des branques, ils vont planter le projet. Donc, c'est vrai que c'est l'équipe qui compte. La réalité, c'est que, quand même les VC, au-delà il y a des discours, c'est pas exactement ça qu'ils font. Évidemment. Et donc, du coup, nous, on a été au bout de ça. Et on a dit, dans le monde, c'est chacun d'entre nous qui crée de la valeur. Alors, on va permettre d'investir sur chacun d'entre nous. Et on remet l'humain au cœur de la finance. Qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau. Non, j'allais dire, Arthur, tu bois ses paroles. On le laisse parler. Franchement, on peut l'écouter longtemps. Non, mais il y a la recette de la tarte aux pommes dont je voulais... Raconte-moi un truc, Arthur. Parce que depuis tout à l'heure, on parle d'argent. J'avais posé la question, est-ce que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre dans le sport ? Et la chose à laquelle je pense, c'est le foot. Où on te dit que le plus gros invest que tu as à faire, c'est peut-être acheter des crampons ou alors acheter ta licence auprès d'un club. Est-ce que le foot, c'est un monde à part dans le sport, mais qu'en réalité, ceux qui réussissent, on peut parler de tennis, on peut parler d'autres sports, l'argent est une forte donnée Il a beaucoup résumé sur beaucoup de choses, que ce soit en termes de voyage ou en termes de visibilité, peu importe. Ouais. L'argent rentre vraiment en compte, en fait, si on n'est pas... D'aujourd'hui, moi je peux prendre l'exemple du tennis parce qu'on va dire que c'est la 2e fois que je vais me lancer dans un projet professionnel parce que je l'ai vécu au tennis. J'ai eu un assez bon classement au tennis en France, j'ai joué le circuit international, j'ai fait quelques challengers, des tournois futurs. Allez, donne des gros noms. Contre qui t'as joué au tennis qu'on connaît J'avais joué à Holger Rune quand j'étais jeune. Ah ouais, incroyable. Sur le circuit junior. J'étais en pôle France avec notamment il y a Hugo Gaston, c'est la même année que moi. Ok. Donc j'ai quelques connaissances de sport parce que j'étais, on va dire jusqu'à mes 17 ans, j'étais dans les meilleurs joueurs français, on va dire, de ma tranche d'âge.
Et après, justement, cette histoire d'argent est arrivée parce que, comme on disait, si tu n'es pas né dans une famille aisée ou que tu es très fort, pour moi, en fait, c'est soit tu es très fort et en quelques tournois comme un Alcaraz, un Rune, tu es capable de percer en 1 an et en étant invité dans des gros tournois et directement tu fais tes preuves. Et l'argent vient à toi vite. Et l'argent vient parce que on voit que forcément tu es un très gros talent et que les gens investissent directement sur toi. Sinon, j'ai plein d'amis avec qui je joue au tennis jusqu'à maintenant et qui continuent et qui sont actuellement sur le circuit futur, qui sont des très bons joueurs, qui sont entre 400 et 700 mondial. Par contre, financièrement, c'est très compliqué. Je sais que moi, en tout cas, actuellement, ils en vivent pas. Mais moi, je sais que je pouvais pas l'assumer de par la situation financière, notamment ma situation financière ou la situation financière à l'époque de mes parents. Donc, je pouvais pas l'assumer autant d'années. Donc toi, tu viens pas du tout d'un milieu aisé, en tout cas, pour pouvoir payer toute ta carrière. Non, pas du tout. Ok. Mais enfin, je suis pas non plus à plaindre, mais. Déjà, t'es là. Mais voilà, donc je suis très heureux d'être là et je suis conscient de la chance que j'ai d'être le premier talent de cette Royalties Academy qui est en train de se fonder, et je suis vraiment très heureux d'être là et de pouvoir en bénéficier, parce que je pense vraiment que ça va beaucoup m'aider. On va dire que l'argent, comme tu disais, c'était le nerf de la guerre quand justement tu n'es pas capable ou tu n'as pas l'aide pour faire ça en 1 an ou moins. Mm-hmm. Donc il faut de l'argent pour pouvoir persévérer, s'entraîner, partir en tournoi pour monter les fondations de ton projet, de ta carrière petit à petit, et être capable de monter en classement si tu n'y arrives pas rapidement, petit à petit, jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu sois capable de gagner ta vie. Et après, de moins dépendre justement de tout ça. J'ai l'impression que l'argent te permet de voir sur du long terme, ou du moyen long terme plutôt que juste du court terme. Si on enlève l'argent, parce que je vois que tu as un logo Adidas, et en fait la question est toute simple, mais qui est-ce qui a déjà misé sur toi en tant que talent, même si c'est pas de l'argent, que ça peut être du temps, des efforts, des conseils, est-ce que tu as déjà ressenti ça? Déjà, je peux commencer par le tennis, même si là je suis là pour le paddle, mais au tennis j'ai eu mon entraîneur à l'époque, Jérôme Adamec, quand je me suis entraîné 1 an en Espagne, qui a misé sur moi énormément, parce qu'il était sur le circuit WTA. Il avait une joueuse qui était 25e mondiale qu'il entraînait, qu'il a arrêté d'entraîner parce qu'il a eu un enfant, et il m'a pris à l'entraînement. Ok. Donc ça, c'était plus pour le tennis. Après, tu le payais ou pas? Ouais, je le payais, mais c'était dérisoire comparé par rapport à ce qu'il gagnait à l'époque avec sa joueuse. Ensuite, au niveau du paddle, j'ai rapidement, on va dire, j'ai adoré ça. J'ai cherché à m'entraîner rapidement. Et j'ai mon club de My Center Palavas qui m'a beaucoup aidé avec notamment l'accès au terrain, l'accès à l'entraînement, avec mon entraîneur, donc Yannick Morel, pareil sur Palavas, donc qui m'aide tous les jours dans mon projet. Même si c'est pas, on va dire, c'est une aide sur le terrain, en dehors, et même maintenant c'est devenu quasiment un ami pour moi, donc c'est une aide quotidienne, quoi. Et il y a vraiment un entourage autour de moi, avec mes parents, ma famille, mes amis aussi. C'est qu'ils croient en toi, en gros? J'espère. Non, c'est ça. Excuse-moi, en fait, j'ai fait le début de ma phrase dans ma tête. J'allais dire la finalité de ça, justement. C'est qu'ils croient en toi. C'est vraiment ce message. Je pense, j'espère vraiment que c'est le cas, en tout cas. C'est ce que les gens me montrent, en tout cas, et que j'ai vraiment de plus en plus de gens qui, même je vois, qui me contactent, tout simplement. Même là, je pense que si j'étais pas un minimum, on va dire, bon dans ce que je fais, je serais pas là. Donc, malgré tout, c'est pas que dû au fait que, Cyril, il a dit qu'il fallait investir sur moi et tout. Je pense qu'il a dit ça aussi parce que même lui, peut-être, il croit en moi. Enfin, j'espère aussi que... je suis quasiment sûr, même qu'il... Voilà. Je pense pas qu'il l'aurait fait sinon, et que... Parce qu'on parle pas on est là, c'est quelque chose de très sérieux, et on va dire qu'on n'est pas dans le milieu de la rigolade maintenant. Je cherche vraiment quelque chose de concret, et j'ai envie d'aller quand il y a des thunes en jeu, c'est plus la rigolade. Ouais. Justement, Christophe, la petite question qui me vient, en fait, j'ai envie de revenir un peu à la base. Est-ce qu'il y a des gens qui, toi, ont misé sur toi avant même d'avoir créé Royalties? J'aimerais comprendre d'où vient Royalties.
Et d'où vient ce constat, tu vois? Est-ce que toi, tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a des moments où tu aurais aimé qu'on mise sur toi et on l'a pas fait? Pas forcément dans le cadre... Je crois pas que tu sois un grand artiste ou un grand athlète. Dis-moi si je me trompe. Alors, je te surprendrai, mais partons du principe que je ne le suis pas. En fait, moi, alors, il y a un double constat. Le premier, et moi, ça part d'une frustration, l'idée de royalties. Plein de fois, j'ai rencontré des gens. Je me suis dit, j'aimerais tellement investir sur cette personne parce que je suis sûr que dans ce qu'il va faire ou dans ce qu'elle va faire, elle va réussir. Et en fait, du coup, concrètement, je peux pas le faire. Tu vois, tu peux investir dans non, mais tu vois, je suis sur un bord de terrain, je vais voir Arthur jouer. Je veux dire, je suis sûr qu'il va réussir, mais concrètement, je fais comment? Simplement. Comment je peux l'aider? Comment je peux investir sur lui? Concrètement, tu peux pas. C'est l'aider ou c'est faire, ou c'est capter la valeur que lui va créer plus tard? Mais c'est la même chose. À un moment, l'altruisme, enfin, je veux dire, soit tu comptes sur l'altruisme et tu penses que y aura plus de guerre dans le monde, il y aura plus la faim dans le monde et tout va très bien se passer. Soit tu dis, je suis dans un système où les gens cèdent, aident les autres parce qu'ils cèdent eux-mêmes. C'est un peu plus comme ça que fonctionne le monde. Donc, il faut trouver un système qui est gagnant-gagnant. Okay. Et investir sur quelqu'un, et si cette personne réussit, je partage une partie de sa réussite, pour les deux, c'est génial. C'est exactement ça, le système gagnant-gagnant. La finance domine le monde parce que quand j'investis dans une société et qu'elle réussit, moi, investisseur, je gagne beaucoup d'argent. Et pourquoi on ne fait pas ça pour les gens? Et pourquoi c'est mieux d'investir sur quelqu'un, donc qui sous-entend une durée de vie, j'allais dire illimitée. Bon, non, on n'est pas immortel, mais entre guillemets, demain, au lieu d'investir sur le prochain tournoi d'Arthur, tu investis sur sa carrière. Tout à fait. Pourquoi c'est mieux investir sur sa carrière et pas sur des événements précis ou des projets précis? Typiquement, un tournoi ou demain une collab qui lance avec Adidas ou autre. Pourquoi si tu investis sur un tournoi ou sur un match, tu fais du pari sportif. Ok. Je veux dire, c'est de la spéculation, c'est pas du long terme. La spéculation, quand tu investis, tu peux aussi en faire. C'est juste que investir sur un match ou sur un tournoi, sur quelque chose de très court, pour moi, c'est du pari sportif. Et ça existe déjà et c'est très bien. Enfin, je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Néanmoins, le talent n'en profite pas. Ok. Donc, ça ne sert pas le talent. D'accord. C'est zero-sum game. Voilà, c'est ça. Si tu gagnes, il y a quelqu'un d'autre qui perd. C'est un bookmaker. Voilà, et c'est un book, c'est l'organisateur du pari, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de dire j'aide les gens. J'aide les gens et en aidant les gens, je m'aide. Moi, parce que je fais un pari sur quelqu'un, je crois en quelqu'un. Toi, on a déposé une petite phrase qui est like is the new buy is the new like. Quand tu dis on l'a déposé à l'INPI? Ouais, on a fait des ok, d'accord. Ok, un dépôt de marque. Buy is the new like. En fait, la manière de dire je t'aime, je crois en toi, c'est de mettre de l'argent. Je mets 10 € sur toi, je crois en toi. Pas, je mets mon argent là où est ma bouche, comme disent les anglo-saxons. Et c'est ça. C'est ça qu'on rend possible. Est-ce que elle est bizarre la question, et je sais pas trop à qui la poser, mais est-ce que avant d'investir sur des personnes externes, on ne devrait pas investir sur nous-mêmes? Si je te la pose, Arthur, c'est sûr et certain que tu vas me répondre que oui, tu as investi sur toi-même par le dur labeur, les efforts que tu n'as pas comptés, mais je pense à plein d'autres personnes, je pense à même des vrais investisseurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où des personnes, même lambda, peu importe, qui n'ont pas beaucoup d'argent, est-ce que l'idée, c'est pas d'investir sur nous-mêmes avant d'investir sur les autres? C'est pas incompatible. C'est complémentaire. T'as investi sur toi-même, toi, Christophe, avant d'avoir fait royalties et de vouloir investir sur les autres? Tous les jours, j'essaie de bosser à m'améliorer, à faire grandir la petite personne que je suis, et à faire mieux ce que je fais. Après, voilà. Enfin, je veux dire, les deux sont deux process qui se complètent. Ils s'opposent pas. Et c'est quoi le message que tu as, toi, de te dire qu'il y a des gens externes, je vais pas parler de Cyril Hanouna, mais même des personnes via la communauté de royalties, qui demain vont mettre des billes sur toi alors que tu ne les connais pas et qu'ils ne te connaissent pas? Moi, sur l'aspect, sur l'idéologie, tout ça, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Christophe sur tout ça. On peut s'améliorer soi-même, mais on peut aussi croire en des personnes ou en des artistes ou peu importe. Et cette idée-là de pouvoir investir sur ces personnes-là,
c'est quand même assez intéressant. Au final, l'histoire du partage, moi je suis une personne, on va dire, très familiale. Et j'aime bien cette idée-là de se dire on peut partager les choses, plus que, en fait, c'est plus quelque chose de genre on investit, on voit pas trop ce qui va sortir de ça ou pas. Là, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose d'un projet, on va dire, plutôt familial, je sais pas. J'allais dire collectif, voilà, en collectif, fait. Mais... Tu sens que tu as des comptes à leur rendre, même si c'est pas négatif, mais te dire qu'à la fin d'un tournoi, tu as presque envie de leur donner le résultat de tes matchs, etc. Après, on verra comment les relations évoluent par la suite, mais pourquoi pas, franchement, moi j'ai envie de... Ils sont là pour m'aider, je suis là aussi, je peux pour les aider aussi, j'essaie de faire ce que je peux pour aider les gens qui m'aident, parce que voilà, s'il y a des gens qui sont là pour t'aider, tu es capable de les aider aussi à ta manière, et pourquoi pas, quoi. Mais c'est pas des coachs, c'est pas des fans. Non. C'est des gens qui t'ont jamais réellement entouré avant, on est d'accord, ça? Après, il faut accepter les nouvelles choses aussi. Non, bien sûr, mais je trouve ça intéressant comme nouvelle relation. Non, c'est vrai, après, ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va avec l'évolution de mon niveau à moi déjà. Mm-hmm. Et l'évolution du paddle, c'est que peut-être il y a 5 ans, ça se serait pas passé parce que le paddle n'était pas aussi un sport qui est en train de monter comme ça. Donc là, il y a un circuit vraiment international qui est en train de se monter avec de l'argent qui est en train d'être mis, notamment les Qataris qui sont vraiment en train d'investir sur le paddle, notamment Nasser, le président du PSG. C'est un joueur de tennis en plus. Qui investit énormément sur le paddle, que ce soit au Qatar ou même le circuit premier paddle. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est actionnaire ou il est même président du circuit, un truc comme ça. Ok. Donc c'est vraiment, ça prend une grosse place, il y a vraiment de l'argent qui est en train d'arriver dans ce milieu, et après l'objectif de tout ça, c'est de plus avoir à penser demain je pars en tournoi. Mm-hmm. Ça va me coûter énormément d'argent, donc même si inconsciemment on n'y pense pas H24, quand tu es sur le terrain, c'est dans un coin de ta tête que le tournoi il va te coûter tant, que si t'as pas un tel résultat, tu vas perdre de l'argent et du coup tu vas peut-être pas pouvoir repartir la semaine d'après. Tu peux nous donner des exemples hyper factuels? Je crois que tu pars à Dubaï bientôt par exemple pour un tournoi. Tu peux nous expliquer un peu combien ça te coûte et si tu gagnes, combien tu pourrais gagner, mais surtout si tu perds, combien ça t'aura coûté à la fin versus avoir de l'argent dès le départ? En gros, j'ai commencé donc le circuit international avec mon partenaire Pierre Vincent, que je salue là aussi. Petite dédicace. On a commencé donc en novembre de l'année dernière à Bourg-en-Bresse en France. Donc, on a fait un bon résultat, on a gagné à 150 et 302 joueurs à ce classement-là. Donc c'était la première expérience qu'on avait à l'international, mais bon, c'était en France, donc pour nous c'était plus un tournoi français entre guillemets, même si on a joué des Espagnols qui jouaient très bien. Mm-hmm. Donc la vraie première expérience c'était il y a 2 semaines, on est parti en Suède, et la semaine dernière donc on était en Lituanie, et donc on part à Dubaï lundi prochain. Donc pour ce que tu me disais, donc ce que ça nous coûte, pour l'instant ça nous coûte à nous, on a les billets d'avion à payer, sur place l'hôtel, l'inscription au tournoi, tous les faux frais à côté, manger, boire, tout ça c'est pour nous, donc c'est drôle parce que dans le commun je sais pas, les gens doivent peut-être se dire que même quand tu fais un grand tournoi de tennis, presque c'est le tournoi qui paye pour tout, alors que pas du tout en fait. Pas pour l'instant, à mon niveau, pas encore. Ok, ça c'est le cas, mais quand tu es sur des grands chelems au tennis par exemple. Voilà, il y a des tournois où l'organisation du tournoi, c'est prévu à partir du tableau final, tu es hébergé, tu es nourri, mais actuellement c'est une toute petite part, quoi. Voilà, c'est vraiment les très bons joueurs. À mon échelle, pour l'instant, malheureusement, pour l'instant, on se finance tout. Et comme je disais, c'est quelque chose qui est compliqué, oui et non, mais il faut savoir gérer ça aussi, parce que ça coûte cher, parce que le billet aller, on peut le prendre, donc on peut le prendre à l'avance. Sauf que le billet retour, on peut pas le prendre. Donc tu le prends en général, on prend la veille pour le lendemain, donc le billet retour en général il coûte quand même assez cher. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que on a des dépenses assez élevées. Là pour le coup, Dubaï, on savait que c'était assez cher pour revenir sur ce tournoi-là. Donc on s'y est pris à l'avance, on a pris un aller-retour pour le coup. Donc moi j'ai des amis à Dubaï,
Donc, Tu t'héberges en plus? Ils m'hébergeront pas, mais je sais que je vais pouvoir être avec eux parce qu'en ce moment c'est le Ramadan là-bas. Ok. Ah oui. Ils vont me montrer, ils vont me faire visiter un peu et tout. Ils vont me dire là où je dois aller, là où il faut moi aller, etc. Et donc on a pris l'aller-retour du lundi au dimanche, donc ça nous a coûté, ça nous a coûté à peu près 500 € l'aller-retour. Donc pour aller à Dubaï, j'estime que ça va. Mais dans l'ensemble, les 2 tournois donc d'avant, ils nous ont coûté entre 2000 et 2500 €, tout compris, quoi. Et si tu gagnes, si tu arrives à la fin, donc je sais pas exactement comment ça se passe, mais si c'est un tournoi, tu peux arriver tout premier. C'est quoi le cash prize à la fin? Donc en gros, les tournois, donc c'est comme au tennis pour les gens qui suivent le tennis. Donc on démarre, par exemple au tennis, les futures, les 15 000 $. Là, on démarre sur les FIP promotion et ça monte à l'échelle. Donc on a FIP promotion, FIP prize derrière. Et après, on monte au fur et à mesure pour arriver. Il y a 5 ou 6 catégories de tournois pour arriver au major, ce qu'il y a à Roland-Garros chaque année depuis 2 ans. Donc ça, c'est les grands chelems, en gros, au paddle. Donc moi, je commence les tournois. Donc là, si tu gagnes un tournoi, tu gagnes à peu près entre 1000 et 1300 €. Donc sachant que, voilà, pour gagner un tournoi, il faut jouer à peu près, en termes de niveau de jeu, je pense, entre 100 et 150 mondial pour les 2 joueurs. Donc, et ça te rembourse juste ta semaine, en fait. Voilà, exactement. Si tu gagnes le tournoi, tu as rien gagné, rien perdu. Parce qu'il faut se dire que si tu gagnes le tournoi, tu es dans le tournoi jusqu'au dimanche. Ouais. Donc tu prends l'avion le lundi. Donc tu prends ta nuit d'hôtel. Le tournoi commence le jeudi en général. Enfin, tu foliettes le jeudi, tu joues le vendredi. Donc tu démarres le jeudi, tu as ton billet d'avion le jeudi, tu restes jusqu'au dimanche. Tu repars le lundi avec le billet d'avion pris le dimanche. Donc ça te coûte à peu près ce que tu gagnes, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que les 2 premiers tournois que j'ai fait, j'ai gagné 0. Ouais. Parce qu'on a perdu au premier tour du tableau en Lituanie. Et donc on n'a rien gagné. Donc ça nous coûte beaucoup d'argent, du coup, ces tournois-là. Donc clairement, il faut de la passion dans tout ça. Tu dirais que c'est le point commun de tous les artistes que tu reçois? D'ailleurs, j'ai dit artiste lapsus, mais en fait, tu as des artistes, tu as des athlètes. C'est quoi la typo des talents qu'il y a sur Royalties? Et surtout, c'est de la passion pour arriver là, enfin, ce que toi, tu as remarqué, par exemple. Alors, oui, parce que c'est beaucoup d'efforts. Parce que derrière des gens qui réussissent, il faut voir, justement, c'est un sacerdoce. Tu dois te déplacer partout, tu dois faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Donc, en général, quand tu n'es pas très motivé et que tu n'as pas ça chevillé au corps, tu ne tiens pas très longtemps. Ouais. Donc tu n'as pas un salaire à la fin du mois en mode CDI, que tu aies bien ou mal fait ton travail. Voilà, là, tu dépends de la perf, quoi. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Je pense que c'est la même chose pour des... En fait, j'assimile les sportifs... Enfin, après, c'est mon avis perso, mais peut-être pas tout le monde a le même avis, mais pour moi, un sportif, c'est un peu comme un chef d'entreprise, sauf que son entreprise, c'est lui-même. Donc, moi, j'investis sur moi, entre guillemets, parce que je pense pouvoir demain vivre de ça. Et par contre, moi, je me dis qu'un chef d'entreprise, il a énormément de sacrifices à faire pour faire justement marcher son entreprise, avec que ce soit ses salariés ou son travail qu'il a à fournir toute la journée. Moi, c'est un peu la même chose, sauf que mon travail, c'est pas de gérer des salariés ou quoi, c'est d'aller m'entraîner toute la journée et de m'entraîner bien, justement, pour performer quand je pars en tournoi. Mais c'est quand même plus difficile. Enfin, je te dirais que... Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a pas... Enfin, c'est dur de dire plus difficile. Ouais, ou pas, non, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est différent. C'est comme tu disais, si tu es salarié d'une entreprise, que tu fais ton 9h, 17h, et que voilà, certes, c'est un peu... il y a une routine qui se fait, mais c'est plus facile de faire ça. Que moi, c'est pour ça que je te disais que j'assimile ça plus à un chef d'entreprise, parce que moi, un chef d'entreprise, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des sacrifices, qui a beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est vraiment un sportif, pour moi, c'est un peu ça. Sauf que si tu es, comme on disait, un athlète ou un talent qui émerge, c'est compliqué, parce que financièrement, c'est beaucoup plus dur que quand tu es chef d'entreprise, parce que l'argent, il ne tombe pas tous les mois, en fonction de tes résultats, voire... même si des fois tu joues bien, t'as pas d'argent qui tombe. Donc les sacrifices sont énormes. Moi je vois les sacrifices que j'ai dû faire pour le tennis notamment, parce que quand j'étais jeune, j'ai vécu beaucoup sans mes parents, par exemple, parce que les déplacements, certes c'est moi qui ai voulu ces choses-là, parce que j'ai investi la sur passion. Exactement, la passion, l'investissement sur soi. Mais il faut se rendre compte que c'est des sacrifices, des gros sacrifices, et pour moi c'est pour ça que j'assimile ça à un chef d'entreprise aussi. Et moins à une personne qui va faire comme je disais, son 9h-17h. Donc c'est vraiment
un choix de vie, certes, mais il faut s'y engager et faire les sacrifices pour. Et après, on sait pourquoi on les fait aussi. On sait vers quoi on veut aller. Je pense que quand ils ont fondé Royalties, ils savaient vers quoi ils voulaient aller. Et aujourd'hui, ils en sont là où ils en sont. Et je pense qu'ils ont vraiment bien évolué par rapport au début. Et je pense qu'il y a, derrière ça, il y a quelques heures, voire quelques centaines d'heures de travail, même quelques milliers d'heures de travail. Et ils en sont pas là pour rien. Et moi, c'est la même chose. Il y a j'ai travaillé énormément, que ce soit physiquement, au niveau de l'entraînement et tout. Et encore une fois, on n'est pas là aujourd'hui pour rien. C'est ça votre point commun. Déjà, est-ce que tu es d'accord, Christophe? Mais surtout, c'est passion et valeur travail, tu dirais? Et est-ce que c'est aussi, tu le partages avec tous les talents qui sont sur ta plateforme? En tout cas, avec la plupart. Parce que En fait, on a 2 types de talents sur la plateforme. On a des talents qui sont arrivés. Et d'ailleurs, c'est par ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, on a presque 220 talents, enfin plus de 200 talents sur la plateforme. Et on a commencé par des gens qui sont très connus dans des sports comme le foot, le rugby, le tennis, les sports de combat, et puis maintenant dans d'autres secteurs, d'ailleurs en dehors du monde du sport. Des artistes. Des artistes, des chefs de cuisine, la gastronomie, enfin, il y a plein de formes de talents. Pour moi, c'est un artiste, un grand cuisinier. Ça, c'est savoir faire des bons plats, c'est pas donné à tout le monde. Bien sûr. Et donc, du coup, on a commencé par ça parce que, justement, on voulait se donner de la puissance. Et donc, on a utilisé la puissance des talents qui étaient sur la plateforme pour acquérir de la notoriété, etc. Et maintenant, on en arrive à un stade de développement de la société où cette puissance, on peut la mettre au service de jeunes. Voilà. Et c'est ça l'idée de la Royalties Academy, c'est de dire la notoriété qu'on a acquis grâce aux talents connus qui ont accepté de travailler avec nous, on peut la mettre au service de jeunes parce que tous ces grands talents, ils ont aussi commencé en étant jeunes et en n'étant pas connus. Donc, ils comprennent très bien ça. Et ce qu'a fait Cyril en nous présentant Arthur, c'est exactement ça. C'est de dire, voilà, je connais quelqu'un, pour moi, il a beaucoup de talent, et on va lui donner un coup de main. Juste je vois très bien la finalité, mais pour revenir sur la phase de création, typiquement, moi, on en a parlé un peu, par exemple, Sofiane ou Fianso, ou alors Baki, plus récemment, que j'avoue, j'ai découvert via le combat contre Cédric Doumbé. Concrètement, ces mecs, ils ont des thunes quand même. Enfin, Baki, je ne connais pas. Mais alors, Fianso va pas me dire qu'il est pauvre. Donc, concrètement, la question est la suivante. Est-ce qu'à la base, c'était des produits, qui sont des actifs financiers dans lesquels tu vas proposer à monsieur ou madame tout le monde de pouvoir investir dedans? Et est-ce que, j'essaie de comprendre ce que tu viens de dire, est-ce que, une fois que tu as atteint une certaine notoriété, la finalité, c'est de pouvoir servir ceux qui en ont réellement besoin de cet argent? Donc là, c'est de la levée de fonds versus avant où c'est juste des gens qui misent dessus, mais ça va pas dans la poche de l'artiste ou de l'athlète. Et explique-moi, un peu. C'est un peu bizarre dans ma tête là. C'est complexe. Alors, d'abord, alors moi aussi, je vais faire ma dédicace. Bonjour Sofiane. Gros bisous. Parce que Monsieur Zarmani. J'ai Monsieur Netflix. Une relation particulière avec Sofiane parce que c'est le premier talent qui nous a dit oui. Et je peux dire que quand on a commencé et qu'on a essayé de convaincre des gros talents de venir sur une plateforme qui n'existait pas, avec l'idée d'être coté un peu comme un actif financier, je peux dire que c'était vraiment très compliqué. Mais ça m'étonne pas parce qu'il m'a pas l'air de suivre une mouvance. Il m'a l'air d'être très curieux il est très curieux. Il est objectivement brillant. Ouais. Et en 10 minutes, il avait compris ce qu'on était en train de faire. Et il avait surtout compris là où on allait. Et tout ce que ça permettait de faire demain. Et en fait, il a complètement adhéré au projet et il a dit « Je suis très fier d'être le premier qui vous dit oui et qui va être sur cette plateforme. » Donc lui, il comprend que son image va permettre de financer un Arthur dans quelques mois, quelques années, dans la vision de... Il a très bien compris qu'en lançant la plateforme avec des gens connus, en donnant de la puissance un peu collectivement à cette plateforme, on pouvait rediriger cette puissance pour aider plein de gens qui en avaient besoin. Okay. Et pour justement dire, il y a plein de gens méga talentueux, aidons-les à donner le maximum de leur potentiel. Parce que c'est ça ce qu'on fait concrètement. C'est, parce qu'à la fin, on ne le fait pas à la place des gens. Hein. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais aller jouer au paddle, c'est pas moi qui vais aller me taper les voyages, c'est pas moi qui vais aller me taper les entraînements. Nous, on est juste là, notre petite brique, et on sait bien, on reste bien à notre place. Notre petite brique, c'est d'aider à justement peut-être avoir
un peu moins ce truc en fond de tête en me disant si je perds ce tournoi ou si je fais pas une super perf, oula, je viens de perdre 2000 balles, comment je vais faire pour la... Au moins, enlever cette précarité. Bah ouais, mais c'est aussi une pression. Enfin, je veux dire, t'as beaucoup de pression quand tu essaies de faire des perfs, et plus on t'enlève des éléments qui viennent perturber, ou bah, tant mieux, quoi. Et voilà, aider plein de gens, et enfin, dire, nous, on est très fiers de dire qu'on aide plein de gens, et on va aider beaucoup de gens demain à aller au bout d'eux-mêmes. Je veux dire, moi, je trouve que c'est un super projet de vie pour nous de permettre ça. Un mini truc, Christophe, et après je te pose cette question, Arthur, qui me titille depuis tout à l'heure, soit après. Mais juste savoir, les mecs et les nanas, enfin les gens, bref, les users qui investissent avant Royalties Academy, donc qui investissent dans, on a dit Paki, on a dit Fianso, concrètement, quand est-ce qu'ils font de l'argent? Parce que là, ils vont mettre de l'argent dessus. À quel moment ils perçoivent de l'argent, quoi, des bénéfices, pardon. Bah, en fait, quand tu investis, je vais faire un parallèle, quand tu investis en bourse sur une société, tu as deux manières de faire de l'argent. La première, c'est sur le cours des actions que tu as achetées. Donc, si tu les revends. Donc, le cours fluctue. Donc, tu achètes à 100, ça monte à 120. Si tu vends, tu viens de gagner 20%. Donc, par contre, tu achètes à 120, tu revends à 100, tu viens de perdre 20%. Donc, je dirais, mais une première manière d'espérer faire un bénéfice, c'est par l'évolution du cours et revendre plus cher ce que tu as acheté moins cher. Le but du jeu de tout le monde, quand même. Et puis le deuxième, c'est en bourse, tu reçois des dividendes. Nous, on donne des rendements. Alors, c'était la question. Et le rendement, c'est et là, par exemple, dans le cas du contrat de revenu, dans le cas de la Royalties Academy, c'est tous les ans, le talent va redonner un petit bout de ses revenus en fonction de ce que les users ont acheté de lui, enfin, ont investi sur lui. Et donc, c'est la même logique, c'est exactement la même logique qu'un système d'action, sauf que là, on l'applique à nous. Donc, forcément, c'est différent parce que quand on a une action, je peux la posséder, un humain, je ne peux pas le posséder. L'esclavage a disparu, donc ça, c'est fini. Pour le mieux. Et tant mieux, on est d'accord. Et l'idée, c'est pas de faire revenir ça, bien au contraire. Bien au contraire. Nous, on se voit comme un outil de libération. Alors, libération des potentiels. Parce que sinon, on peut vite dériver là. Mais on donne des moyens aux gens pour aller au bout d'eux-mêmes. Et est-ce que, c'était pas cette question-là, Arthur, mais là, je jump dessus. L'année pro, donc là, l'académie se crée. Bon, on l'a dit, là, tu vas nous pouvoir parler un petit peu du contrat, mais surtout, tu dégages en bénéfice, admettons, même 2000 ou 3000 euros sur l'année, ou même 20 ou 30 000 euros, je m'en rends pas compte. Hein. Est-ce que vaut mieux pas que tu les réinvestis sur toi, plutôt que reverser une quote-part de cet argent-là aux gens qui ont investi sur toi en l'espace d'un an? Là, je te pose la question en mode, qu'est-ce que toi t'en penserais? Est-ce que t'as pas envie de leur dire, je pourrais vous filer même 200 balles à tout le monde maintenant, mais attendez, laissez-les moi, et en fait, l'année pro, ce sera pas 200, mais 1000 euros que je vous filerai. Est-ce que c'est à toi de le dire aussi, ça? Après, est-ce que aujourd'hui, les 30 000 euros que, mettons, tu vas générer dans l'année, est-ce que tu les aurais générés si tu n'avais pas eu l'investissement des gens qui étaient là avant, tu vois? Mais c'est aussi qui tout double, c'est ce qu'on... Exactement, après, ça ne veut pas dire que demain, je vais générer 30 000 euros, mais enfin voilà, mon idée là, c'est pour générer cet argent-là, s'il n'y a pas l'avant, l'après, il n'est pas là, aussi pour moi, tu vois, parce que aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas les fonds, enfin ça c'est vraiment purement personnel, mais j'aurais pas les fonds pour générer, je pense, actuellement, cet argent-là. Okay. Donc j'ai besoin d'aide justement, et c'est ça justement, je voulais rebondir dessus, mais c'est tout à leur honneur à la société Royalties d'aider, de créer cette Royalties Academy, parce qu'ils pourraient très bien continuer sur leur démarche, et ça marche, de ce que je vois, ça marche très bien, et se dire en fait on s'en fout entre guillemets d'aider, et on continue dans ce qu'on fait parce que ça marche très bien, et enfin pourquoi on ferait ça? Et c'est tout à leur honneur de venir aider sans vraiment savoir les retombées que ça va avoir, en vraiment se disant on va aider des talents, on va les aider à se financer, etc., à se lancer, que ce soit réseaux sociaux ou autre chose. Et c'est vraiment... moi, je suis très très heureux d'être encore une fois le premier à pouvoir signer ce contrat bientôt avec eux. Et... Petite pression là, Christophe. Voilà, très honoré, quoi. Franchement, je trouve que tu as extrêmement bien résumé. Je dirais pas mieux.
au mieux, je peux faire le parallèle avec une entreprise. Pourquoi une entreprise va lever de l'argent et donne des parts de son capital ? C'est parce qu'elle a besoin de cet argent pour se développer. Bien sûr. Et nous, on a aussi besoin d'argent pour se développer. On a besoin d'argent pour aller se former. On a besoin d'argent pour aller faire des choses. Pour pouvoir investir sur soi, ça n'est pas que de l'argent, mais c'est aussi de l'argent. Mais donc, il faut bien avoir la capacité de le faire. Et parce qu'on investit intelligemment sur soi, on va pouvoir le rendre aux autres. Est-ce que, et c'était la question que je voulais poser, je la pose en fait à vous deux, mais si le début c'est de l'argent, est-ce que la finalité, c'est pas ce magnifique mot qu'on appelle sérendipité ? En fait, c'est pas le collectif le plus important. Et la question, je te la pose à toi, Arthur. T'as pas envie de rencontrer Baki et Fianso ? Si, forcément, c'est incroyable. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais juste avant. Moi, aujourd'hui, Arthur Hugonin, qui je suis ? Personne. Enfin, je comparais à toutes les. Pour moi, c'est même pas des talents, c'est toutes les stars qu'il y a, que ce soit des artistes ou que ce soit les sportifs, ce qu'on disait, les cuisiniers, peu importe. En général, c'est des gens qui sont déjà reconnus, connus. Et pour moi, c'est des stars, entre guillemets, qui peuvent vivre, comme on disait tout à l'heure, déjà de ce qu'ils font. Et oui, forcément, demain, si je pouvais rencontrer des gens comme ça, je serais très heureux parce que y a un certain nombre de que je regarde, que j'écoute, que ce soit des chanteurs ou quoi, et du coup, j'adore ce qu'ils font. Et voilà, c'est encore une fois tout à l'heure honneur de m'aider parce que quand on regarde vraiment l'aspect de la chose, qu'est-ce que moi j'ai à apporter à Royalties aujourd'hui ? Pas grand-chose. Quand je regarde aujourd'hui. Christophe, réponds à ça. Moi, c'est mon point de vue. Après, tu leur offres une opportunité de miser sur toi. Bien sûr, il y a cet aspect-là, mais quand on regarde vraiment le fond de la chose, ce que je disais tout à l'heure, ils auraient pu se dire, nous, on a fait notre base on a fait nos fondations sont solides, on va pas risquer de venir mettre une autre brique qui peut casser nos fondations. Et donc, c'est aussi un risque qu'ils prennent aussi, et c'est tout à leur honneur de prendre ce risque. Et moi, encore une fois, je suis très heureux. Pour ça, je pourrais le répéter. Je suis vraiment honoré d'être là et que ce soit moi qui puisse bénéficier de ça. Mais voilà, donc j'espère pouvoir représenter en tout cas l'entreprise et tout le reste du mieux possible. Et je ferai du mieux que je peux pour que ça marche bien et que demain, j'espère ne plus être cet aspect talent. Et j'espère d'ici 3-4 ans être vraiment plus reconnu un peu comme les autres, quoi. J'allais dire, on n'en doute pas, mais c'est pas mon argent. Ai-je vraiment le droit de donner mon avis ? Mais par contre, je te repose cette question à toi, Christophe. Est-ce que ce serait pas la next step ? Et d'ailleurs, tu disais prendre du risque. Je pense que Christophe, tu l'as dit, mais ce risque, en fait, c'est la finalité aussi de Royalties, c'est de pouvoir miser sur le potentiel de jeunes talents. Est-ce que ce potentiel de jeunes talents ne peut pas être poli, tu vois, comme une belle pierre précieuse, non pas au début avec de l'argent, ensuite avec, je sais pas même, est-ce que tu as pensé à créer une team est-ce que c'est des coachs mentaux ou de l'entourage et surtout faire rencontrer tous ces talents-là qui sont présents sur Royalties pour pouvoir servir les gens qui font partie de l'académie ? En fait, on peut faire des tonnes de choses. Ouais, en fait, le potentiel est énorme. C'est sans fin. On travaille sur la chose la plus belle du monde, nous-mêmes. Donc c'est sans fin. On peut faire 1 million de choses. Alors par contre, ça c'est le côté vieil entrepreneur, c'est qu'avant de faire 1 million de choses, t'en fais une, puis tu fais la deuxième, puis tu fais la troisième. C'est comme dans le sport. Je veux dire, avant d'être champion du monde, tu gagnes ton premier tournoi, tu gagnes ton deuxième tournoi, tu te qualifies pour un tournoi plus gros, etc., etc., etc. Et à la fin, ta finalité, c'est d'être numéro 1 mondial ou de faire la plus belle chose possible. Donc on a des millions d'idées, alors franchement, sans doute trop d'ailleurs. Mais par contre, justement, pour pouvoir faire plein de choses hyper positives, il faut les faire les unes après les autres. Je te donne un exemple dans ce sens-là. On nous a... Parce que ce discours-là, on le porte depuis le début. Et les 2 premières années, on nous disait « Non mais vous êtes gentils, vous arrêtez pas de dire que vous allez aider les jeunes. Vous avez que des stars qui gagnent déjà des millions, des dizaines ou des centaines de millions chaque année. Vous aidez personne. » Non mais c'est vrai, ouais. Vous aidez personne. C'est vrai, mais si on ne l'avait pas fait, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait maintenant. Donc, c'est chaque chose en son temps. Bottom up, non mais top down. Et puis, c'est le fait de savoir où on va et que pour aller à tel endroit,
bah d'abord tu vas à un autre endroit, puis un autre endroit, puis un autre endroit, et à la fin tu vas là où tu veux aller. C'est quoi la grande finalité? C'est quoi ta place de numéro 1 mondial? C'est dans le nom de la boîte. Nous, tout est écrit depuis le début, depuis le premier jour. On a le nom de la boîte et on a nos statuts. Dans nos statuts, il y a un paragraphe qui dit on va financer les infinançables. Ok, moi j'ai pas lu tes statuts. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'était là dès le premier jour. Et le nom de la boîte, alors c'est pas royalties, le nom administratif de la société, c'est MANSE, M-A-N-S-E. Et ça veut dire Mankind Stock Exchange. Ça veut dire, pardon? Mankind Stock Exchange. Ça veut dire, avec mon accent très français, ça veut dire Mankind, l'humanité. Ok. Mankind Stock Exchange. Ça veut dire la bourse de l'humanité. Voilà, t'as notre finalité. Ok. Ok, non mais hyper clair. Je voulais poser la question un petit peu. Je vais la poser à toi, Arthur. Il y a un talent sur qui t'aurais misé, toi? Tu es déjà sur royalties? Ouais, non, s'il n'est pas sur royalties, ou il y a un talent, je sais pas, même dans ta vie, tu peux me dire Zizou, mais je pense que t'étais un petit peu jeune à l'époque. Mais tu vois, même aujourd'hui, t'aurais Après, Zizou, c'est pas un talent. Enfin, c'est une icône. Enfin, c'est une icône. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, me dis pas Mbappé, je pense que c'est un peu tard là, mais non, est-ce que tu vois par exemple des talents éclore? Je sais pas si c'est dans ta discipline. Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir. Ça peut être. On était dans l'artistique. J'invente. Hein. Moi, je pense pas que c'est de l'artistique, mais je suis sûr que tu peux ouvrir ça à des politiques. Parce que les politiques. Non, c'est le seul. C'est le seul où tu le ferais pas? Ah, mais c'est interdit. Ah ok, c'est interdit. Enfin, c'est interdit par nous. Hein. Ok. La seule chose qu'on s'interdit. Il y a des conflits, ouais. La seule chose qu'on s'interdit, c'est de coter quelqu'un, le personnel politique. Ok. Et si un talent, quand il arrive, ne fait pas de politique, mais au cours de sa vie sur la plateforme, fait de la politique, il est prévu dans nos statuts qu'on peut le délister. Ok, ouais, donc, je pense. C'est la seule chose interdite. On ne listera jamais des politiques. C'est la seule chose qu'on s'interdit. Ben, attends, je viens à toi après, là. Mais ouais, non, je sais pas. Est-ce que t'en as, toi? Pour moi, il y en a plein. Enfin, dans tous les sports. Après, je suis un amateur de foot, tennis, maintenant paddle, du coup. C'est quoi ton conseil de sourcing à Christophe? Ouvre les yeux. Muscle ton cheveu. Non, mais il y a plein de talents, hein, que ce soit dans le tennis, j'ai des collègues qui jouent très bien, qui sont un peu dans le même cas que moi, qui sont des talents, qui jouent très bien, qui sont entre 400, 500, 600 mondiaux, et c'est une vie compliquée, quoi. Mm-hmm. Après, dans le foot, moi, après, c'est des stars déjà, mais je suis très FC Barcelone, donc j'ai Pedri, par exemple, des joueurs comme ça qui sont déjà des stars, mais qui sont jeunes et... Tellement jeunes. Voilà. Plus jeunes que toi, non? Ouais. 19 ans, je crois. Du Pedri, du Gavi, c'est pour moi des joueurs exceptionnels. Ils sont qualifiés hier. Je suis un fan de Messi aussi, donc... Non, arrête, non. Donc voilà. C'est fini, il a 35 ans. Oui, il est plus trop... il est moins sur les terrains, mais dans l'ensemble, je pense comme Christophe disait, des talents, il y en a un peu partout, et après, il faut aussi avoir un peu de chance, malgré tout. Et... Pour avoir ces opportunités-là, et c'est pas tout le monde qui l'a. Ouais. Donc là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette chance. Donc il faut la saisir du mieux possible et surtout pas la lâcher, quoi, et s'accrocher à ça. Et après, de toute façon, ce qu'on disait tout à l'heure, on est des sportifs, donc il va falloir s'entraîner dur. Et parce que l'argent, c'est bien beau, mais je vais pas acheter demain le fait d'être bon dans ce que je fais. Pour être bon, il va falloir... L'argent va m'aider pour financer mes tournois, mes entraînements, etc. Mais c'est pas la finalité. Mais non, mais je veux dire, quand je dis ça, c'est que j'en ai besoin parce que sinon je peux pas me payer mon entraîneur, je peux pas me payer mes tournois. Mais c'est pas ça qui va faire que demain je vais faire des grosses performances. Et c'est pas ça en fait partie. C'est parce que sans ça, je peux pas avoir sur un tournoi, par exemple. Mais c'est pas la finalité, c'est-à-dire que gagner un tournoi, tu le fais pas pour le cash prize. En gros, je grossis ça. Pour l'instant, on va dire que je sais pas si, parce que ça justement, ce qu'on me disait, ça me paye le tournoi, donc c'est intéressant. Mais actuellement, c'est plus les objectifs, c'est pas du tout des objectifs d'argent, parce que c'est pas une finalité au classement auquel je suis. Et ok. C'est pas. Mais je pense, j'aimerais bien avoir. Tu vois, j'aimerais bien aimer poser la question à un Galan ou un LeBron, qui sont actuellement les. Enfin, il y a LeBron, Coelho, Tapia, les meilleurs joueurs de paddle du monde. Savoir eux vraiment, parce que maintenant ils commencent vraiment à vivre de ça, que ce soit avec les marques ou que ce soit avec le cash prize, comme tu disais, donc avec les Qataris qui investissent beaucoup sur le paddle.
Donc tout commence à vraiment prendre une assez grosse ampleur. On commence à avoir des cash prizes quand même assez intéressants. On n'est pas du tout au niveau du tennis, mais je pense qu'on peut y arriver d'ici peu. Ça monte de ouf le paddle. Après, ce qui va être, c'est comme quand on parle du foot, ça va être la visibilité qui va être importante. Comment va être vu le paddle dans le monde, etc. Mais quand on voit la hype à ce sport actuellement en Europe, même dans tous les pays d'Europe, tu vois, je suis allé en Suède, même en Lituanie, franchement, les gens, ils se tuent au paddle, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, je vais te poser une question qui vient de me sortir de la tête, oui. Question débile, mais Enfin, débile. Non, mais pour ma curiosité perso. La discipline est représentée au JO ou pas ? Pas encore. Ok. Elle est représentée aux Jeux européens. Ok. Donc, il y a des championnats d'Europe, des championnats du monde de paddle. Par contre, les JO, non, ils sont en train de... Je sais que c'est en pourparlers pour éventuellement 2028, mais je crois que ça sera chaud. Et 2032, on espère qu'il y aura le paddle. Après, cool. 2036, ça sera du quasiment... Enfin, pour moi, je pense que ce sera en 2036, mais après, je connais pas bien toutes les règles, mais je sais qu'il y a des règles avec tant de sports de raquettes et que du coup, c'est pas facile parce qu'il faut sortir un sport de raquette et quand t'as des athlètes... Il y a des quotas en gros. Ouais. Voilà, c'est ça. Et quand tu fais sortir un sport de raquette, du coup, mettons actuellement tennis, je crois que tennis, ping-pong, badminton, le tennis, les joueurs gagnent quand même assez bien leur vie, donc légitimement, ça devrait être peut-être le sport que tu peux sortir. Parce que demain, si t'enlèves le ping-pong ou le badminton à un athlète qui se prépare pendant toute sa vie à faire les JO, après c'est pareil, c'est mon avis. Il y a des gens qui vont te dire le tennis est le sport qu'on voit le plus, donc il faut laisser ce sport-là. Mais mon avis, c'est plus de laisser la chance aux personnes qui sont dans les sports un peu moins connus pour gagner leur vie avec ça. Et du coup, faire émerger le paddle de par les JO, qui serait un tremplin énorme, je pense, pour ce sport. Je suis d'accord. On va pas demander mon avis, mais je partage. D'ailleurs, c'est quoi l'âge de la retraite parce que tu as un métier sportif, ton outil c'est ton corps, même si tu réfléchis avec ta tête. Mais c'est quoi pour toi la limite ? Donc on est sur un sport qui se joue à deux, donc faut pas l'oublier, sur un terrain quand même petit, on va dire globalement. Si encore une fois on le compare, les gens aiment bien le comparer au squash, au tennis, tout ça, mais donc on a un espace à couvrir assez restreint, même si c'est un sport assez... ça reste cardio et assez musculaire, parce qu'on fait des efforts répétés sur certains groupes musculaires du corps qui sont mis à l'eau d'épreuve pendant tous les matchs. Mais on va quand même assez plus loin que le tennis. Okay. On voit actuellement des joueurs comme Bella, un joueur qui a 40 ans, je crois, une quarantaine d'années, qui est encore dans les 15-20 meilleurs joueurs du monde. Donc, après, lui, pour moi, c'est une exception. Il a été 15 ans numéro 1 mondial. C'est vraiment c'est une icône. Voilà, c'est un peu le Roger Federer du paddle, ce qu'on dit, ce qui se dit au paddle. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on voit encore des gars et aussi des filles qui jouent jusqu'à cet âge-là. Après, à voir aussi avec l'évolution du paddle, comme on disait, avec les jeunes joueurs qui arrivent, de plus en plus de jeunes joueurs, qu'est-ce qui va se passer avec ça ? Est-ce que les joueurs vont être capables de jouer à ce niveau-là jusqu'à 35 ans ? Ou est-ce que le niveau va pas justement augmenter aussi ? Et ça va sortir ces joueurs-là. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire entre 35 et 40 ans, je pense. Mais on est encore au début. Mais voilà, on verra. Ok. Et si je posais la question, c'est parce que, en plus on le voit aujourd'hui, il y a tellement d'athlètes qui se reconvertissent dans d'autres activités qui souvent requièrent de l'entrepreneuriat. Et donc mine de rien, si on investit sur toi aujourd'hui, peut-être que dans 30 ans, en fait, on continuera à investir sur toi parce que tu seras reconverti. Et du coup, ça amène cette question à toi, Christophe. On arrive sur la fin de cette interview et je voulais quand même savoir un petit peu avant, comment tu vas sourcer des talents ? Est-ce que tu te la joues est-ce qu'à terme, tu envisages d'avoir des cellules de détection comme les grands clubs de foot, des scouts, tu sais, des gens qui vont et qui sont dans les petits papiers et qui ensuite te ramènent les talents ? Comment ça se passe ? Et est-ce qu'un jour, on va pouvoir investir sur des entrepreneurs ? Ça fait 2 questions. Je vais essayer de répondre dans l'ordre. C'est pour moi un exercice pas facile. Je vais même suivre ton ordre. Alors, comment on détecte les jeunes talents ? Il y a plein de manières de faire. D'abord, tu peux demander à des talents connus.
La deuxième manière de faire, c'est que tu as plein de clubs de formation. C'est quand même un endroit où tu as quand même beaucoup de futurs talents. Et dans plein de domaines, parce que tu as des centres de formation dans le sport, mais je sais pas, tu fais... t'en as pour jouer l'acteur, t'en as pour faire des chanteurs. Demain, peut-être qu'on financera et on permettra d'investir sur des talents d'émissions de télé-réalité dans la musique ou la gastronomie. Ok. Imagine, à The Voice, tu peux investir sur les finalistes de The Voice. Non, mais j'allais même dire les cours Florent. Moi, je pensais au le cours Florent pour les acteurs, etc. Parce que demain, tu investiras sur des élèves qui sortent d'école. Ok. Je sais pas, je vais investir sur une promo d'HEC, de Polytechnique, du MIT. D'une promo entière ou de pourquoi pas on peut investir sur une personne, mais on a lancé un premier produit d'investissement collectif le mois dernier. Ok. Et raconte. Ça s'appelle le Roy Index MMA. Ok. Et donc là, ça permet d'investir sur les 23 talents MMA qu'on a dans la plateforme. En même temps, c'est un indice en fait. Ok. Voilà. Et du coup, par exemple, c'est fait pour des gens qui croient que le sport globalement va continuer à exploser. MMA, c'est un sport qui est comme ça, en croissance, mais qui sont pas forcément des spécialistes et donc qui vont pas savoir dire ah mais je préfère un Benoît Saint-Denis, un Cyril Gane, etc., etc. Et qui du coup on disent moi j'ai l'intuition que ce sport va continuer à croître dans les 10 ans à venir. J'investis sur le sport et donc en investissant sur l'ensemble ou un grand nombre de sportifs de ce sport, c'est que j'investis sur la réussite de ce sport. Et c'est dérisqué aussi, parce que du coup, si on a un qui fait investissement sur les 23, ça diminue ton niveau de risque. Et les entrepreneurs, donc là tu me parlais de ça, mais de manière plus globale, si tu vois une boîte, j'ai envie d'aller plus loin. Si tu vois une boîte, t'es pas fan du projet, mais la personne qui est derrière, tu sais que si c'est pas ce projet-là, ce sera le prochain, que ce sera celui d'après. Et que t'as pas envie d'investir sur un projet, t'as envie d'investir sur la personne. Ce serait possible à terme, tu penses ? Je pense à un terme très court. Est-ce un teasing ? C'est quoi ce petit sourire en coin là, Christophe ? Arrête. C'est mon pitch que tu viens de faire, donc je peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu viens de dire. Okay, très cool. Et effectivement, moi, alors, quand je veux être caricatural, je dis toujours, vous préférez investir sur Tesla ou sur Elon Musk ? Ouais, sachant qu'Elon Musk a plus d'une société exactement. À son actif. Et puis quand tu investis sur Elon Musk, tu investis sur SpaceX, alors que tu peux pas investir sur SpaceX. Et tu investis aussi sur Tesla. Et tu peux pas parce que il bosse avec la NASA, c'est ça ? Ouais, c'est pas coté, enfin c'est pas ouvert à les investisseurs. Ah oui, ok, non, tu veux dire qu'en plus tu peux pas le faire. Évidemment. Non, c'est vrai. Donc du privé, c'est de la levée de fonds du coup. Et puis, est-ce que Tesla sans Elon Musk, ça reste Tesla ? C'est une bonne question. Après, il y a des gens qui vont dire oui, des gens qui vont dire non. Nous, on dit juste, ça serait bien d'avoir l'opportunité de choisir. Interesting. Je voulais savoir, est-ce que demain, tu pourrais coter des enfants ou c'est malsain ? Alors, non. Enfin, en tout cas, alors, c'est pas du tout ce vers quoi on va. Parce que on parlait de Holger Rune, lui, typiquement, je crois qu'à 10-12 ans, il était dans l'académie avec Alcaraz, etc., il me semble. Je crois qu'il était chez Mouratoglou. Ouais, mais... À l'époque, on savait déjà qu'il allait percer. Après, pour moi, après mon avis, sur des sportifs, c'est compliqué d'investir sur des jeunes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, l'entourage. Ouais, 8-10 ans, c'est trop tôt. Ouais. Après, pour moi, les artistes, après, moi, j'ai pas un point de vue d'entrepreneur, j'ai un point de vue extérieur en tant que sportif. Ça serait plus cohérent de le faire sur des artistes parce que il y a des enfants de 12 ans qui font des millions de vues sur les réseaux et tout ça, donc ça serait plus cohérent de faire sur ça. Après, sur l'aspect, ça reste des enfants, tout ça, donc oui, forcément, pour moi, ça reste un peu malsain malgré tout, quoi. Ok. Je suis d'accord, je pense qu'il y a déjà des millions de gens à financer qui sont formidables avant d'aller le faire avec des enfants. Il y a plein d'autres choses à faire avant. Et tu viens d'en parler, en fait, j'avais pas pensé, mais les réseaux, est-ce que tu cherches un peu dessus et tu regardes des créateurs de contenu en ligne qui sont pas encore connotés d'artistes parce qu'ils sont pas des acteurs encore ou quoi, mais qui commencent même à avoir un certain potentiel. C'est possible. C'est possible. C'est pas du tout des choses qu'on s'interdit. Sky is the limit, quoi. Il n'y a pas de limite chez eux. Tout le monde, à l'exception du personnel politique pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, tout le monde est cotable. Et tout le monde mérite d'être coté. Bon, je ne ferai pas de politique.
pour terminer chez Royalties, ça fait plaisir. J'aurais bien voulu parler des US, mais juste confirme-moi une chose, Christophe, c'est que les US, et d'ailleurs tu peux nous en parler, je ne sais pas si le paddle c'est le cas, mais en tout cas les infras en termes de sport sont beaucoup plus développés qu'en France ou qu'en Europe. Donc mine de rien, j'imagine qu'il y a plus d'argent pour les jeunes dans le sport là-bas. Là où peut-être, je voulais dire que la Royalties Academy ferait moins de sens aux US qu'en France, par exemple. Alors, je ne sais pas comment répondre. Là, il va m'engueuler. Je le sens à sa réaction qu'il va m'engueuler. Mais partout dans le monde, il y a les jeunes ont besoin d'être aidés. Aux US quand même, non? C'est pas une question du montant, c'est une question de la répartition. Et donc, du coup, tu as aussi des gens qui ont besoin d'argent aux US. Enfin, tout le monde n'est pas riche aux US. Hein. Non, mais c'est vrai, je pensais aux universités ou les écoles, il y a entre guillemets plus d'infrastructures pour les jeunes. Mais déjà, quand tu es sportif universitaire et que tu es pré-drafté, tu as déjà atteint un sacré niveau. Enfin, je veux dire, il s'en est passé des étapes avant. Et il y en a plein qui, justement, ont le niveau sportif pour atteindre, même pour devenir professionnel, mais déjà arriver au niveau universitaire, c'est le niveau pré-professionnel, et qui, parce que ils n'ont pas eu les moyens, parce qu'ils ont des vies qui peuvent être compliquées, font qu'ils n'y arrivent pas. Donc, c'est là aussi on peut les aider. Enfin, non, il y a un rapport qui est sorti de l'UNESCO en 2019 qui s'appelle « L'ascenseur social est-il cassé ?» Alors, je vais donner tout de suite le résultat. Oui, et gravement. Oui. Et dans le monde occidental, hein, je ne parle pas de la France, je parle de tout le monde occidental. Et je prends juste une stat. Alors, la France est en revanche le pire pays de tout l'Occident. Sur l'ascenseur social ? Ouais. Oh, c'est dur. Tu nais aujourd'hui, un bébé né aujourd'hui, ils ont classé les familles par niveau de revenu, par décile. Donc le plus petit décile jusqu'au plus grand décile. Tu nais dans une famille qui est dans le dernier décile en France aujourd'hui. Il te faut 150 ans, 6 générations et demie. Pour passer juste à celui dessus ? Non, celui de la moyenne. Ok. Bon, la moyenne, t'es pas riche. Hein. Oui, non, mais j'ai bien compris. Et 150 ans. Ouais, 150 ans. Pourquoi ? Parce que, et pourtant, des gens talentueux, il en est partout. Donc, du coup, la méritocratie n'existe pas forcément. Elle est plus compliquée. Okay. Et donc, alors, on va pas résoudre tous les problèmes, parce que tu as des problèmes d'école, tu as plein de choses à régler. Enfin, c'est pas un seul facteur qui corrige tout, ça serait beaucoup trop simple. Nous, on apporte notre petite touche à l'édifice, notre petite brique dans ce mur où on essaie d'améliorer les choses, c'est de dire, apporter de l'argent à des gens qu'on montrait qu'ils avaient du talent et qu'on montrait qu'ils en avaient envie. Parce que c'est aussi important. Faut se battre. Parce qu'il y a des gens qui ont du talent, mais qui ont un peu lâché prise. Bon, ils ne pourront jamais l'exprimer. Nous, les gens qui ont du talent et qui ont envie de se battre, mais c'est notre rêve de pouvoir les aider et de pouvoir les financer. Voilà. On va terminer avec ces petites questions du tac au tac. Ça vous va ? Allez, vous n'avez pas le choix. Vous répondez vous deux, hein ? Ensemble ? Vous allez voir, mais chacun répond sa réponse. Sur une échelle de 1 à 10, messieurs, à quel point êtes-vous heureux au quotidien ? Je te laisse commencer. Ah ouais. J'allais dire la même chose. Alors, ça dépend des jours, en fait. Je suis normand d'origine, donc je vais te faire une réponse de normand. Ouais, j'ai dit des questions du tac au tac. Je te fais Merci Christophe. Je fais une réponse du tac au tac. Je peux faire la version longue, mais là, ça va vraiment être très très long. Ça va de 1 à 10. Ça dépend des jours. Alors ça va m'aider ça. Bon, et toi Arthur, s'il te plaît, fais-moi une meilleure réponse. Même, tu vois, c'est un peu de la même philosophie, donc du coup on va pas. Ok. Mais après il y a des phases dans la vie, je pense. En ce moment, sur cette semaine, les gars, sur cette semaine. Je suis très heureux dans ma vie. J'ai beaucoup de choses. Après j'ai beaucoup de choses qui se mettent en place justement. Mais très heureux, c'est 6 ou c'est 9 ? C'est 7-8 quoi. Parce que être à 10, pour moi, c'est pas possible. T'as toujours un petit truc qui va pas. La perfection, ça n'existe pas. Même en étant premier mondial, avoir une vie de famille. T'as toujours quelque chose qui va pas. C'est pas possible. Donc, bien sûr que tu es heureux, mais quand c'est la phrase bidon l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pareil. Tu peux pas être heureux en étant premier mondial. Enfin, tu es heureux, mais t'es pas. C'est pas ça le bonheur. C'est pas, voilà, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, tu vois, il y a la famille, il y a plein de choses. Ok. Et je suis très, on va dire que si je dois parler dans mon projet, pour pas aller sur la vie perso, dans mon projet, je suis très heureux actuellement de tout ce que je vis. Je suis conscient que j'ai une chance incroyable et
d'avoir ce que j'ai là parce que j'aurais aimé l'avoir quand j'étais au tennis pour le coup. Et donc j'ai vraiment envie de saisir cette chance et d'aller à fond là-dedans, quoi, et voir jusqu'où ça peut mener. Et j'ai ma deuxième question, je sens que vous allez avoir une réponse bien plus simple. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes riche? Allez Arthur. Définis-moi 1, définis-moi 10. Alors en général on me même. dit... Non mais c'est drôle, en général on me dit définis-moi la richesse. Et moi je dis c'est à toi de l'interpréter. Mais toi carrément tu me dis le 1 et le 10. Non mais pareil, je sais pas, c'est à toi. oui, c'est chacun... Tu dirais que t'en es Riche en quoi après, tu vois? Parce que riche... I don't know. Sur une parles échelle de 1 à d'argent, 10, tu parles de... je crois que je vais me mettre à vous voyez pour vraiment mettre un calme et vraiment me la jouer austère, quoi. Donc vous voulez pas me répondre, messieurs? Personnellement, franchement, c'est dur de répondre. Actuellement, je sais pas. Ouais, je dirais... Où est-ce que t'en 3, es 4, et 10 c'est ton objectif final. Donc t'as 3-4. Ouais, 2-3 alors. Si 10 c'est l'objectif final, je suis à 2-3. Et toi, Même à Christophe? 1 peut-être, ou à 0,5. Si tu me dis 10 objectif final, ouais, je suis à 0,5 je pense. Et toi, Christophe? J'aurais du mal à répondre à cette question. Alors, j'aurais commencé par définis-moi l'échelle. Bref, il y a plein de questions intermédiaires que tu peux poser. Non, tu peux te tirer une balle, mais... Je demande juste à la vidéo. mais c'est hyper dur de répondre à cette question. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a trop d'aspects. Ouais, Parce qu'il y a l'aspect, est-ce que t'es bien avec ce que t'as? Tu vois, parce que tu peux dire je suis à 5, mais je suis très heureux et j'ai pas forcément envie parce que tu sais pas comment tu vivrais que si t'étais à 10, tu vois. Donc, est-ce que t'es à 10 dans tes moyens actuels et t'es très heureux dans ce que tu... Le but, messieurs, c'est de mettre en superposition votre réponse avec toute l'interview qu'on a eue. Oui. Et comme ça, les gens se font leur avis. Donc, je te laisse répondre, Christophe. Et après, il me reste 2 mini-questions dans la même lignée. Donc, please, straight to the point. C'est marrant comme t'es directif, là, tout d'un coup. Parce que j'ai envie de partir, là, et que j'aimerais bien aller manger un bout, quoi. Mais bon. Pour moi, 10, c'est le moment où t'es mort. T'as plus envie, t'es arrivé, c'est la fin. En termes de richesse. Ouais, enfin, je veux dire, si tu dis de 1 à 10, ça veut dire 10, c'est fini. T'as tout accompli. Bon, le jour où j'arrête de rêver, le jour où j'arrête d'avoir envie, c'est le jour où il faut que je parte. Très clair. Sur une échelle... Donc, j'espère être proche de 0. C'est ton explication. Très bien. Je vais pas te relancer. Certainement pas. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point, je vais dire ton job, mais c'est ton job, donc clairement, votre job respectif, à quel point il vous apporte du sens au quotidien? Moi, je dirais, là, pour le coup, je peux aller presque à 10 parce que là, actuellement, comme je te disais, je vis pour ça, je m'entraîne pour ça, je mange pour ça, je dors paddle, je fais tout pour... Donc, j'ai un objectif en tête et l'objectif, je suis assez têtu sur ça et j'ai envie d'atteindre mon objectif, quoi. Donc, je m'entraîne et je vais m'entraîner pour atteindre cet objectif. Donc, combien? 9 si je veux, parce que j'ai dit que tout à l'heure 10 c'était pas possible, donc 9. Pour rester cohérent. Ils veulent vraiment me balancer des réponses pour me faire plaisir. Je suis mort. Bon, et toi, Christophe? En fait, je suis dans le même état d'esprit. Comme c'est étonnant. Non, mais c'est vrai pour le coup. Je suis très content. J'ai fait plein de trucs différents dans ma carrière, plein de jobs différents, j'ai fait différentes boîtes, je travaille pour des grandes boîtes. Là, celle-là, elle me nourrit beaucoup parce qu'elle répond aux 2 choses qui, moi, sont importantes d'un point de vue professionnel. Uh-huh. La première, pour moi, c'est un vrai sens ce qu'on fait là. Tu vois, y a un truc que je déteste dans la vie, c'est les gens qui disent qu'ils font le bien ou qu'il faut sauver les bébés phoques, ou qu'il faut... Non, mais tous ces trucs-là, c'est bien. Mais en général, pour moi, ça sert à rien. Parce que, en fait, le dire, si tu fais rien de concret derrière, t'as l'impression que tu fais quelque chose alors que tu fais rien, donc tu fais pas avancer le schmilblick, comme on dit. Okay. Et pour moi, 99% des gens, ils font pas avancer le schmilblick. Et plus tu t'affiches en général à dire que tu fais des choses bien, en général, moins tu fais des choses bien. Okay. Là, pour moi, c'est très concret ce qu'on fait. C'est très, très, très concret. On aide vraiment les gens. On fait des vraies choses qu'on peut mesurer. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et aider les gens, je suis désolé, mais c'est quand même un truc qui, je pense, est quand même un peu au centre de nos vies. En tout cas fait partie de mes valeurs.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, donc, en ce sens, et là, en particulier, la Royalties Academy, ça répond complètement à ça. La deuxième chose, c'est que j'aime bien faire des choses dont j'ai le sentiment qu'elles peuvent être très pérennes. Pas faire des choses un peu gadget ou un peu à la mode, machin. Alors, il faut surfer avec la mode, mais faire des choses solides, importantes, qui durent dans le temps, je trouve que c'est plus exaltant. Et pour que ça dure, il faut que ça soit rentable. Il faut que ça soit solide financièrement. Sinon, ça s'appelle faire de la subvention. Vous êtes rentable? Ça s'appelle faire de la... Je vais te dire. Ça s'appelle faire de la subvention. Ça s'appelle faire du don. Et c'est très bien. Okay. Mais ça ne tient pas longtemps. Et donc, faire un business qui aide concrètement les gens, mais qui est en même temps rentable et qui donc garantit qu'on peut pouvoir le faire à très grande échelle pendant très longtemps, c'est ça les deux choses qui me semblent essentielles. Et avec cette grille de lecture, je disais, je suis un peu long, mais c'est important je pourrais pas te laisser dire ça. Avec cette grille vraiment, je fais des efforts pour être court. Avec cette grille de lecture, moi, je suis dans le 8-9 sur Royalties parce que j'ai le sentiment qu'on fait quelque chose qui est vraiment important. Et deux, qui a une vraie pérennité financière devant elle. Voilà. Et pour répondre à ta question, en 2023, on a un EBITDA positif. Ok. Earning before interest. Ok, mais donc ça veut dire que vous êtes rentable ou pas? Tu peux enlever le bénéfice net à la fin, il est supérieur à ça. Pour notre deuxième année d'exercice, donc pour ceux qui connaissent un peu le monde des startups et des fintech et tout ça, pour notre deuxième année d'exercice plein, on a un EBITDA positif. Pour te donner juste un ordre de grandeur, en général, c'est 7 ans pour une fintech. Much understood. Dernière question. Je vais même pas dire qu'elle va être rapide, mais bon, sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre job est difficile au quotidien, vous demande de l'effort? Je te regarde, Arthur. Ouais, je vois. Mais encore une fois, la question, c'est vague. Parce que, en fait, si on aime ce qu'on fait, c'est pas difficile. Il faut corréler le sens avec le... Après, moi, je pourrais pas te dire par rapport à parce que je suis pas une autre personne. Par rapport à moi, ce que je fais, j'aime ce que je fais. Donc, c'est pas difficile. C'est pas difficile, tu souffres pas au quotidien? Pourquoi je souffrais? Je sais pas, tu fais des efforts physiques à haute intensité. Oui, mais franchement, j'aime ça. Je prends du plaisir. Il y a des gens qui aiment pas, je le sais, mais moi, en tout cas, c'est tout bête, mais je prends du plaisir à me faire mal physiquement, à savoir que je progresse. Et ouais, j'aime physiquement, j'aime bien me faire mal, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Et non, pour moi, c'est pas difficile. Encore une fois, c'est moi qui ai choisi de faire ça. Donc 0,5 là. Franchement, 0,25. J'adore ce que je fais. Et c'est pour ça que le mot difficile, vraiment, on est à 0, quoi. Et toi, t'en es où dedans, Christophe? Alors, pour la première fois, j'allais avoir une réponse un peu différente. Pour d'habitude, je suis toujours aligné. À chaque fois que tu parles, je me dis, je vais dire pareil, parce que je suis d'accord. Là, j'ai une manière de le vivre un peu différente. C'est très variable. Là, tu as des moments, c'est génial, tu as eu des accomplissements, il y a des choses auxquelles tu as pensé qui deviennent réalité, mais là, c'est zéro, quoi. Tu sens plus rien, enfin, c'est extatique. Et puis, 2 jours plus tard, tu as 3 emmerdes qui te tombent sur le coin du rab, des trucs t'as pas vu venir, enfin, et là, tu fais tout ça pour ça, enfin, et là, c'est plus 8, tu vois. Donc, okay. La manière dont moi je le vis, c'est parce que c'est très, là pour le coup, c'est vraiment, en fait, c'est un yo-yo. C'est un yo-yo, et là, le jeu de l'entrepreneuriat, en tout cas, la manière telle que je le vis, c'est que c'est beaucoup de up and down. Vraiment. Okay. Et il faut le savoir, il faut vivre avec, et il faut apprendre à moyenner, il faut apprendre à savoir gérer ça, il faut apprendre à se gérer, parce que c'est des moments émotionnels qu'il faut savoir, là, quand on parle souvent d'une notion que je déteste, pareil, c'est le mot fourre-tout qu'on emploie tous les jours, de résilience. Pour moi, la résilience d'un entrepreneur, c'est la capacité à moyenner, à savoir mettre en perspective les très belles choses et les choses très dures. Et à savoir prendre de la distance des deux, d'ailleurs. Parce que si tu te laisses trop entraîner par tes réussites, t'es euphorique et que tu commences à faire des conneries.
Et si à l'inverse, tu te laisses trop entraîner par les moments difficiles, tu as l'impression d'être au fond du trou. L'équilibre. Voilà, donc il faut savoir prendre de la distance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu apprends. Enfin, en tout cas, j'ai appris avec le temps et sur lequel j'ai encore beaucoup à apprendre. Moi, j'aurais peut-être dû le laisser répondre en premier, parce que du coup, ma réponse va être différente. j'ai oublié des choses, du coup. Vas-y, complète. Parce qu'en fait, au final, j'ai regardé que l'aspect quotidien, entraînement, tout ça. Et maintenant, quand on y vient, quand j'y repense, là, il y a l'aspect tournoi forcément qui rentre. Et donc, même l'aspect financier. Quand j'entends, oui, voilà, il y a l'aspect financier. Quand tu as dit le yo-yo, ça m'a vraiment parlé. Histoire de yo-yo, je te prends un exemple tout bête. Quand on est allé en Suède avec mon partenaire là, il y a 2 semaines, qu'on perd au premier tour, on finit le match, on s'assoit sur le banc et on reste sur le banc pendant presque 1 heure à regarder nos mains. Parce que on est dégoûté, quoi. On est là, on fait le voyage, ça nous coûte de l'argent, etc., etc. Et on sort, on est là, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Enfin, tu vois, on se regarde, on se dit putain, mais. Et là, on peut dire que c'est difficile. Voilà, donc en fait, exactement, c'est ce que. Mais je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au milieu du podcast, que c'était vraiment, ça se ressemble pour moi, un chef d'entreprise et un sportif de haut niveau, c'est il y a forcément ces bons moments où tu vas gagner un tournoi, tu as ces moments d'euphorie où tu kiffes, tout le monde est content, t'as beaucoup d'engouement autour de toi parce que les gens te félicitent, etc. Et après, tu as ces moments où c'est dur et là, tu te rends compte que en fait, il y a beaucoup moins de gens qui sont là pour toi. Et que c'est là qu'il faut que tu sois fort et qu'il faut que tu puisses rebondir assez rapidement là-dessus. Donc, c'est vrai que j'avais oublié un peu cet aspect-là tout à l'heure et c'est bien que ça m'a rappelé ça. Donc, dans finalement, on est d'accord sur tout. Finalement, on est d'accord. C'est pour ça, en fait, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que. Enfin, après, une fois, c'est ma vision, mais je pense que c'est réel. On voit que c'est vraiment 2 milieux différents, mais qui se ressemblent énormément moi, j'en suis dans convaincu, beaucoup d'aspects. Et même, on peut mettre des artistes. En fait, vous êtes. Paradoxalement, mais on en parle beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit paradoxalement, pas du tout. Au contraire, ça se rejoint. Vous êtes dans les rares métiers où on mise tout le long sur soi, en fait. Malgré qu'on embauche des équipes, etc. Au bout d'un moment, quand tu mènes un projet ou quand tu mènes toi aussi un projet professionnel et sportif, il n'y a que toi et toi tout seul sur le terrain ou avec ton coéquipier. Je ne vous relance pas, messieurs. Je vous demande juste si vous avez apprécié ce podcast. J'ai envie que vous me disiez oui, rapidement. Oui. Allez, merci à toi. Merci à toi, merci à Christophe et merci pour... Merci, un grand merci à vous. Vous ne le voyez pas, il me reste genre 4% de batterie sur mon Mac, donc comme ça, on va éviter qu'il s'éteigne. Moi, j'ai envie de terminer par ça. 2 choses. La première, c'est que si on veut aller soutenir Arthur et miser sur lui, on peut le faire. Et ça, c'est une super nouvelle. La deuxième, c'est que j'imagine que tu ouvres la voie, Arthur, à d'autres personnes qui vont rentrer dans l'académie. Et j'espère qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et leur dire que si vous pensez qu'il y a des gens qui ne croient pas en vous, allez voir Royalties et on verra ensuite. Et la dernière, c'est à toutes les personnes qui nous écoutent, un grand merde dans vos projets, qui veut dire bonne chance en français. Et je vous dis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao. Merci pour tout, au revoir. Merci Christophe, merci Arthur.